Nous avons donc le plaisir d'accueillir pour le dernier talk de la journée Laurence de Villers, professeure en intelligence artificielle au CNRS, qui va venir nous parler justement de comment l'intelligence artificielle peut être impliquée dans l'amélioration de l'expérience client, entre autres, mais pas que. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc effectivement, je vais vous parler d'interaction affective humain-machine qui sont pour la plupart des travaux que je mène en recherche avec des étudiants au CNRS. Donc, je suis professeure à la Sorbonne en intelligence artificielle et spécialiste de ces techniques. Je travaille aussi dans des comités d'éthique et au niveau national et international. Et depuis peu, je suis impliquée aussi dans les standardisations de ces objets qui sont socio-techniques. C'est-à-dire qu'on en parle toujours comme des objets qui pourraient être des marteaux ou des grippins, mais c'est totalement faux. Ce sont des objets qui peuvent modifier leur contenu en fonction de la façon dont on se comporte. Et donc, ils ont une implication forte, plus que d'être de la techno, sur les usages. Et donc, on va voir cela ensemble. Revenons à ce qu'est l'IA. Donc l'IA, c'est une partie du numérique, de l'intelligence artificielle, à l'intérieur de laquelle on va trouver l'apprentissage machine et le deep learning, les transformers dont on parle beaucoup. Si on revient un peu à l'origine, donc l'intelligence artificielle, c'est un mot que certains traitent de mots peu appropriés parce qu'il est complexe. En fait, il mélange l'intelligence humaine et l'artifice de la machine. Et moi, je trouve au contraire que c'est un mot qui montre bien la complexité du sujet. Et il serait peu utile, finalement, de le modifier. Hein. C'est un oxymore, c'est un peu comme un pauvre riche. Et donc, la complexité qui a trait à ce mélange de ces deux mots est importante. De la même façon, les robots émotionnels vont être aussi dans cette complexité. La vague actuelle dans laquelle nous sommes sur l'apprentissage machine, c'est toujours des systèmes en fait, qu'on nourrit de données, qui vont apprendre à partir des régularités de ces données et qui vont finalement apprendre sans comprendre. Le deep learning, à partir de 2006, permet d'avoir des performances très améliorées de ces différents systèmes de reconnaissance des formes. De la même façon, l'utilisation de transformers, on le verra après dans les agents conversationnels, donc ces machines qui nous parlent, permettent aussi d'améliorer incroyablement les résultats à l'heure actuelle de ces systèmes qui font finalement qu'on pourrait avoir des systèmes qui parlent comme nous. Et donc c'est important, au jour d'aujourd'hui, je pense, de ne pas avoir peur de ces systèmes qui sont des machines qui calculent, mais de penser quand même qu'il y a un fort impact à les utiliser. Et donc parler d'éthique des chercheurs, des ingénieurs qui les conçoivent, c'est important. Et parler d'éthique en général sur ces machines, c'est important, à savoir comment elles sont faites, les rendre plus transparentes, c'est quelque chose d'important, plus explicable, plus loyal. Ce sont des sujets dont je vais en parler. Revenons fondamentalement à ce que sont les réseaux de neurones. Ces systèmes de deep learning basés sur des réseaux de neurones, eh bien, ce n'est pas nouveau. Ça date avant le premier ordinateur, presque une modélisation, donc en 1943, par le neurone formel, qui est ce qu'on voit en dessous du neurone simulé au-dessus, qui est un neurone de notre cerveau, qui en fait vient de la couche visuelle. On a une centaine de neurones différents dans le cerveau et qui sont dans une hiérarchie complexe et qu'on va très très simplifier dans les modélisations informatiques. On va parler en fait du corps du neurone, ensuite de l'axone qui transmet l'activation et des dendrites qui sont ces arbres au bout de l'axone. Et finalement, je représente ça sous forme d'un automate à seuil qui va sommer une activité qui arrive sur le noyau et à travers une fonction de transfert, propager une activité ou pas. Donc ce sont des systèmes qui ne sont pas nouveaux du tout. De la même façon, on a cherché à reproduire finalement la plasticité cérébrale, c'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir modifier nos connaissances par modification de certaines connexions entre nos neurones. C'est ce que je présente là à travers ce réseau de neurones. Chaque trait bleu, c'est finalement, il y a un poids
attachés, et quand j'apprends quelque chose, je modifie ces poids. Comment j'apprends? Je propage dans mon réseau une forme, ça peut être venu d'une image, du son ou autre chose. En sortie, j'ai une sortie désirée, qui est par exemple de reconnaître un objet, un chat contre un lion ou autre chose, et je vais calculer une erreur, et je vais finalement modifier tous les poids dans mon réseau, donc qui sont sur tous ces fils bleus, pour que la prochaine fois que je propage l'image que je veux retrouver, eh bien, je sois plus proche de la solution. Donc l'apprentissage se fait de façon récursive avec un grand nombre de présentations d'images pour stabiliser le réseau qui donc apprend une fonction qui permet de passer de l'image à une représentation, à un mot sémantique, une forme symbolique qui va être ce que la machine apprend. Alors on a parlé beaucoup de ces machines très intelligentes qui vont au-delà de notre intelligence et qui sont capables, par exemple, de jouer au jeu de Go mieux que nous. Eh bien, le jeu de Go, c'est un jeu fermé où on connaît à peu près tout ce qu'on peut faire. Certes, il y a énormément de possibles et en cela, la machine est meilleure que nous puisqu'elle est capable de calculer très vite et de faire beaucoup plus de possibles qu'un être humain. Par contre, l'intelligence qui est de savoir quel est le goût de la pomme, ça, la machine ne l'aura pas, elle n'a pas de corps. J'aime beaucoup parler de Spinoza pour parler de l'intelligence humaine. Les humains ont cette faculté de vouloir préserver ce qu'ils sont. On parle de conatus et les machines en sont tout à fait incapables. Elles n'ont pas d'intention propre et elles sont dépendantes finalement de l'électricité et des programmes qu'on met sur elles, même quand il s'agit d'humanoïdes, c'est-à-dire de robots qui nous ressemblent. Donc on est vraiment sur l'IA faible à l'heure actuelle et je ne vois pas comment on pourrait passer à une IA forte, c'est-à-dire consciente, avec les systèmes qu'on utilise. C'est de la fiction. Que peut faire l'IA faible? Pourtant, elle se rapproche des performances humaines, voire elle a des performances plus fortes que nous. Elle a un accès surhumain aux données. Elle peut gérer des tâches de perception et de raisonnement. Elle peut gérer une certaine forme d'ambiguïté. Mais pour cela, il faut un monde raisonnablement bien défini. Notre monde, à nous, est très compliqué pour un robot, par exemple, qui aurait beaucoup de mal à comprendre, à interpréter même l'environnement, tellement il est toujours varié. Donc c'est pas facile pour un système comme ça de s'adapter à un nouvel environnement ou à une nouvelle tâche. Pour arriver à une forte performance, il faut beaucoup de données qui sont étiquetées pour la plupart, donc qui sont annotées symboliquement par des humains, des images par exemple où on dit c'est un chat, c'est un lion ou autre chose. Et donc, il n'y a pas de sens commun, il n'y a pas de sens a priori. Quand je regarde, moi, une image, je sais que dans mon cerveau, il y a des formes, enfin, en tout cas, des facilitations pour aller chercher certaines choses. Par exemple, je vais reconnaître plus facilement les visages des gens. Donc, j'ai un traitement particulier pour aller reconnaître les personnes. Comme pour aller reconnaître d'autres objets si je suis habitué, dans mon contexte dans lequel je vis, à avoir des tâches particulières. Donc, mon cerveau ne va pas regarder une image de façon uniforme. Or, la machine va la regarder de façon uniforme, avec finalement quelque chose qui est très différent de ce que fait l'humain et qui peut être complémentaire et très intéressant. Pour autant, certains experts et transhumanistes vont nous dire que demain, cette machine va devenir consciente. Eh bien non, on en est très très loin. Les machines ne ressentiront pas des émotions telles que les humains. Ce sont des métaphores. Alors, qu'est-ce qu'un chatbot? J'ai parlé de dialogueur avec nous. C'est un système qui va embarquer plusieurs modules d'intelligence artificielle, reconnaître la parole, faire de l'analyse sémantique, de la gestion du dialogue, générer des réponses. Le premier système comme ça, il naît dans les années 60. Il s'appelle ELISA, des travaux de Joseph Weizenbaum au MIT. Et il montre déjà qu'il est possible de tromper les humains. C'est-à-dire que quand il ne sait pas répondre, il dit « je vous ai compris ». Et donc, à travers ça, il y a une espèce de artefact pour continuer le dialogue. Donc on se rend compte que c'est très compliqué finalement ces systèmes. Comment savoir si les systèmes finalement nous trompent ou pas? Le test de Turing en cela n'est pas suffisant, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Vous allez voir des exemples que je vais vous produire qui montrent bien à quel point ces objets autour de nous qui vont devenir de plus en plus omniprésents, que ce soit pour nous vendre des choses ou pour nous soigner ou dans d'autres cadres, vont être des objets qu'il va falloir réguler si on veut vivre demain en toute confiance avec ces systèmes. Plus le système de dialogue est physiquement incarné, plus il nous semble intelligent. Donc on a énormément de biais cognitifs autour de ces différents systèmes. Et la voix est une nouvelle grande plateforme. On sait que ça peut améliorer l'expérience du client, qu'à bien des égards, on a un potentiel de créativité autour des objets qui va être énorme.
et qui peut être fait pour le bien-être de tout le monde. Hein. Donc personnaliser la communication, on va pouvoir voir pour donner un avis médical, créer un compagnon virtuel, aider des personnes âgées, etc. Donc on va trouver des objets comme cela un peu partout. De plus en plus. Qu'est-ce que c'est qu'un robot empathique, un robot émotionnel? Je mets des guillemets parce qu'il n'y a aucune réalité, hein, il n'y a pas de corps dans ces machines, donc il n'y a encore une fois pas d'intention, pas de ressenti, mais ils vont simuler cela, ils vont imiter. Et avec la possibilité de dialoguer, avec des systèmes de plus en plus performants qui peuvent parler comme un humain en utilisant un grand nombre de nos données et avec un espèce de jeu comme un puzzle, pouvoir générer des phrases qu'on n'aurait jamais dites, mais qui sont intelligente et proche de ce que pourrait dire un humain, eh bien on peut être tout à fait dans une interaction où on ne comprend pas qu'en face de nous, on a une machine. De plus, ces systèmes vont pouvoir détecter nos expressions émotionnelles. Ça, c'est un sujet qui est proche de mes recherches. L'affective computing, qui est né dans les laboratoires du MIT en 1997 environ, 3 grandes technologies, détecter les émotions des humains à partir d'indices dans la voix, d'indices dans le langage, les gestes, la façon dont on se comporte. Donc on parle de multimodalité. Ensuite, interpréter ces différents indices et puis générer « je vous aime, vous êtes formidable », voyez, avec une voix suave qui va peut-être vous amener aussi à finalement acheter ce produit magique qu'on vous présente parce que l'objet est fort sympathique et développe de l'affect vis-à-vis de vous. Les robots sociaux qu'on développe au laboratoire, donc on essaye de travailler sur cette simulation du langage et des affects, mais aussi surtout de la détection des comportements des humains en face de la machine. Et en fonction de ce qu'on détecte, le système va s'adapter et répondre différemment. Et on se sert principalement de la musique de la voix, donc le timbre de la voix, l'énergie dans la voix, le rythme que l'on a. Et si je me mets en colère, vous voyez, ma voix monte, l'énergie est plus forte et le rythme est plus accéléré. Et donc, avec des gros corpus, avec ces traitements d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine, avec beaucoup de données, je suis capable d'aller chercher des critères intéressants et c'est la machine qui va chercher ces différents critères. On peut faire la même chose sur le visage, aussi équiper les gens donc, de capteurs bio pour avoir des biofeedbacks. On a fait beaucoup de textes comme ça, par exemple en stressant des étudiants qui faisaient des compétitions dans le sport, qui voulaient bien être stressés. Et on a pu remarquer qu'il n'y avait pas de ground truth, c'est-à-dire qu'en faisant des collectes de données avec beaucoup de capteurs différents, eh bien, on a du mal à dire quels sont les critères qui sont les plus marquants. On avait fait des tests en psychologie aussi. L'indicateur qui était le plus proche d'une vérité relative à la personne est stressée ou pas, c'était finalement l'hormone qu'on va détecter dans la salive. Vous voyez, donc pas facile. Donc, par exemple, les gens qui font beaucoup de sport ont plus de facilité à réguler finalement leur rythme cardiaque. Donc, on va trouver des grandes différences. Donc, il y a sûrement des classes de personnes qu'on pourrait avoir à modéliser, mais en tout cas, nous sommes très différents. Culturellement aussi, nous sommes très différents. Hein. Regardez quelqu'un dans les yeux, dans certaines cultures, c'est un acte qui n'est pas possible. C'est comme violer finalement quelqu'un. De la même façon, toucher, c'est pas non plus, on ne se touche pas dans toutes les cultures. On n'a pas le même vocabulaire pour parler de nos émotions. Il y a des cultures aussi où il y a des termes qui n'existent pas. Donc, soyons conscients de ces différentes culturelles et soyons conscients aussi que lorsqu'on modélise sur une machine comme ça, on a tendance à standardiser. Pour autant, donc, au laboratoire, on cherche à trouver comment on personnifie ces systèmes. Donc on va chercher à produire des profils émotionnels et interactionnels de la personne en interaction avec ces robots. Bonjour, pour pouvoir je suis sensible aux changer émotions que tu exprimes dans la voix. De la Grâce machine. à elle, je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement. Plus tu me parleras et plus le profil se stabilisera. D'accord, mais c'est une bonne nouvelle ça, Nao. Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif, et tu as l'air assez posé, j'adopte donc un comportement amical. Tu as l'air peu sûr de toi, globalement très insatisfait, très réservé, et tu as l'air très posé, j'adopte donc un comportement directif. D'accord. En situation réelle, Nao ne décrira pas à haute voix son analyse. Il ne le fait bien sûr que pour l'exercice. Donc là, on travaillait sur la voix. Et du coup, c'est l'imaginer en fait, des systèmes qui vont pouvoir non pas répondre de la même façon à tout le monde, mais s'adapter à chaque personnalité
et donc pouvoir mieux interagir et mieux répondre aux besoins de la personne. Tu as l'air peu sûr de toi, globalement très insatisfait, très réservé, et tu as l'air très posé. J'adopte donc un comportement directif. D'accord. En situation réelle, Nao ne décrira pas à haute voix son analyse. Il ne le fait bien sûr que pour l'exercice. Donc on travaille aussi sur le concept de nudge. Le nudge, c'est une technique qui consiste à inciter les individus à modifier leur comportement. On ne les contraint pas, mais en utilisant leur biais cognitif, on va les pousser à aller dans un sens ou dans un autre. On sait qu'on manque de maîtrise de soi, qu'on agit d'une manière émotionnelle, qu'on agit par conformité ou par paresse. Donc je me base sur les travaux, donc vous devez très bien connaître, de Richard Thaler, qui est prix Nobel d'économie en 2017. Et on se dit qu'on peut changer le design de l'interface ou changer finalement la conception du chatbot, de l'agent conversationnel, dans sa voix, dans son comportement, dans son apparence, et que tout ça peut avoir des relations avec les comportements des clients ou des patients qui seraient en face. Donc c'est un sujet qui est très fort en ce moment et sur lesquels on fait de nombreux tests. On a fait des tests à l'école pour regarder si effectivement on arrivait à convaincre des enfants. Et oui, les enfants sont plus facilement nudgeables, disons, par des machines que par des humains, par exemple. Donc on va retrouver ces systèmes un peu partout, dans les systèmes comme Fitbit ou Duolingo. On a déjà des premiers systèmes qui nous nudgent. Le nudge, c'est aller dans le sens des biais cognitifs. Le sludge, c'est l'inverse, c'est ajouter de la friction. Quand on veut se désabonner d'un service, souvent on vous sludge. Ces nudge et sludge numériques qui vont arriver dans des technologies familières comme les emails, les pop-up, les SMS, le web, les IoT, les chatbots, les robots, les jeux vidéo, tout un tas de choses. Donc il faut prendre conscience que c'est important de réguler tous ces systèmes parce qu'ils vont être utilisés en marketing, en formation, en éducation, etc. Et finalement, ils peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer. Bon, pour l'autisme, par exemple, on va les utiliser. On crée des jeux, le robot Moxie en est un, où on va pouvoir faire finalement on va apporter beaucoup à l'enfant, mais on ne sait pas si finalement le pouvoir de persuasion et la capacité d'intrusion de cette machine auprès de l'enfant qui l'aide à se faire des amis, qui l'aide à réguler ses émotions, tout en essayant d'extraire ses émotions dans le visage, va finalement pas provoquer des changements profonds et durables. Et cela, il faut absolument le vérifier sur des personnes vulnérables. Donc qu'est-ce que l'anthropomorphisme? C'est l'attribution des caractéristiques de l'humain à un objet. Plus je vais être vulnérable, plus je vais projeter sur ces machines, finalement, des capacités de l'humain. Donc c'est très théorisé par des chercheurs à Stanford qui expliquent que dès qu'on va parler à des machines, eh bien, elles vont se comporter d'une façon en étant polies, coopératifs, et souvent les genres. Donc un objet qui peut sembler être dans la peine, dans la douleur, comme le robot Atlas de Boston Dynamics, peut inspirer une certaine empathie. Donc on est vulnérable à beaucoup de niveaux sur ces différents sujets, puisque ces biais cognitifs, les faux a priori, les biais d'ancrage, le fait d'être émotionnel, peuvent être exploités pour modifier notre comportement. Le pouvoir de persuasion est fort, et c'est important de comprendre que ces changements peuvent être durables. Notamment dans le métavers, vous pouvez monter le son s'il vous plaît? Dans la réalité virtuelle, entre une mère et sa fille par exemple. Donc là, on a recréé un deadbot, c'est-à-dire la petite fille est décédée et on l'a fait revivre sous forme d'un artefact. Je pense que c'est important de voir ce film parce que là, on peut nudger facilement dans le métavers, on peut faire monter les émotions de façon extrêmement forte. Et il y a une zone de gris. Voilà, donc c'est très fort dans ce film, ce qu'on voit. Quelle relation va-t-on avoir dans le métavers entre la réalité et la réalité dans le métavers? Ces deux réalités qui sont notre réalité du moment. Il y a des principes et des valeurs éthiques qui sont importantes, la vie privée, le consentement, la transparence, la responsabilité, la dignité, la justice.
Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. C'est comment on va résister, nous humains, à ces décharges émotionnelles massifiées, répétées à travers l'utilisation d'un métavers. Donc dans la presse, on commence à voir des choses qui arrivent, hein, des problèmes qui vont très loin, des suicides d'enfants, une réalité qu'il faut avoir en tête. Hein. Il faut comprendre qu'il y a des vrais risques. Et je pense qu'on devient mature devant ces technologies quand on veut les utiliser pour le marketing, pour des pathologies ou autre chose, lorsqu'on sait quels sont les risques incidents. Et donc identifier ces risques, c'est lié à l'utilisation des nudges et des sludges améliorés par l'intelligence artificielle qui détecte les comportements. C'est essentiel. Parce qu'il faut protéger nos enfants, il faut protéger les personnes les plus fragiles. Bon, un assistant virtuel, par exemple Alexa, n'est pas responsable de ce qu'il dit. Absolument pas. Et donc, on sait qu'il a mis au défi un enfant de 10 ans à brancher quelque chose sur une prise. Donc, elle risquait de se faire électrocuter juste parce que le système lui a proposé des choses. Il n'est pas responsable, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est un objet qui répète des choses et qui n'a pas d'intention. Donc, on peut se retrouver dans des situations malheureuses. Et pour éviter cela, on a besoin d'apprendre de ces systèmes beaucoup plus de choses, les rendre plus transparentes. Donc les créateurs de ces objets doivent les rendre plus transparents. Les utilisateurs pour divers objectifs, que ce soit marketing ou que ce soit pour la santé des humains, on a besoin de comprendre la charge morale de l'humain et la machine ensemble et d'essayer de minimiser les risques, d'atténuer ces risques. Mitigation of the risk. Les risques qui peuvent se produire à court terme ou à long terme, et pour cela, on ne connaît pas encore ce qui va se passer. Donc il faut faire des bacs à sable avec des expérimentations, mais aussi prendre conscience qu'on a besoin de faire ça. Donc moi, je travaille maintenant dans un groupe pour la normalisation, pour essayer de comprendre autour de ces questions entre les humains et les machines, quels sont ces différents problèmes éthiques, mais surtout comment on va évoluer. Hein, on va co-évoluer, co-créer, co-apprendre avec des machines qui vont réagir. On fait des machines qui vont réagir à nous. Comment nous allons-nous nous adapter dans le travail, l'éducation, la santé, le commerce? Et comment les personnes vulnérables vont-elles être protégées des menaces potentielles de dépendance, de manipulation, d'isolement? On va trouver de nombreux cas où en fait tout a l'air tout à fait neutre. Et il n'y a aucune intention d'ailleurs de ces grands acteurs que j'appelle maintenant les mamans, pour Meta, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon et Netflix. J'en ai rajouté un par rapport aux GAFAM. Donc est-ce que on comprend bien qu'il y a des menaces potentielles et qu'il faut travailler sur tous les domaines, hein, que ce soit dans les domaines de la santé, des biens et services de consommation ou l'énergie verte. Le nudging, c'est vraiment un fort pouvoir et donc il faut absolument soulever les questions éthiques et essayer d'y répondre. Et donc je travaille en normalisation avec beaucoup d'industriels pour essayer de répondre à ce qui va arriver. C'est-à-dire, on a eu la RGPD sur l'Europe, on aura probablement une loi sur l'IA, le AI Act, et il est important d'anticiper. Il est important de se prémunir et d'aller vers une économie positive qui est capable de répondre à ce sujet. Donc on va définir des mécanismes du nudge améliorés par l'IA, redéfinir ces concepts de nudge et de sludge, identifier les risques en cas d'utilisation pour les humains et la société, hein, il y a 2 niveaux, aider l'industrie à atténuer les risques liés à ces mécanismes, introduire une méthodologie d'évaluation de l'impact et proposer de construire des écosystèmes qui sont matures, qui sont éthiques et qui vont contribuer en fait à créer un marché de confiance. Un marché de réputation, de confiance. Et je pense qu'en ça, l'Europe a joué un atout. Donc je voulais vous remercier de votre attention. J'ai un petit film qui n'est pas passé. Si vous voulez bien revenir un peu en avance, là, je ne sais pas pourquoi il n'est pas passé. Je voulais vous montrer un objet qu'on n'a pas chez nous, voilà, qui est celui-là. Donc vous montez le son. Donc c'est un Google Home avec un hologramme qui représente une jeune fille qui vit, qui est dans la maison du jeune homme, qui est donc omniprésent. C'est une publicité au Japon, c'est déjà acheté par un certain nombre de personnes. Je crois qu'en Chine aussi, il commence à venir des objets comme cela. Donc elle donne des conseils et elle continue. Donc en dehors
sa vie la vie de ce jeune homme, finalement, elle est sans arrêt avec cet objet. Tout à l'heure, on entendait dire que ces objets allaient être plus présents, nous allons plus discuter avec des IA que finalement nos conjoints bientôt. Ben voilà, lui, il vit avec un système et il partage son temps en faisant attention à ce système qui fait attention à lui à un niveau zéro. Puisque derrière, il n'y a pas d'humain. C'est comme si vous parliez avec des avatars autonomes dans le métavers. Il n'y a personne, il y a juste des marques ou des systèmes qui évidemment ont des intentions peut-être de marketing ou d'autres usages, mais il faut comprendre que c'est vide. Donc est-ce qu'on ne va pas perdre notre temps, nous, en tant qu'humains? Est-ce que vraiment ça va nous aider à créer des objets plus intelligents, à comprendre mieux qui nous sommes? Je ne suis pas sûre. D'autre part, vous avez vu comme moi que c'est la femme à la maison. C'est « je suis là pour toi, mon chéri ». Et le chéri dit « quelqu'un pour moi à la maison ». Vous allez voir à la fin. Donc qu'est-ce que ça veut dire aussi sur l'image de la femme à travers ces différents objets? Getbox, donc Somebody Home for Me. Donc moi j'ai tendance à dire que la voix et l'apparence de ces chatbots et ces robots, c'est une forme de manipulation aussi. Langage similaire, mouvement du corps, état affectif. Donc qu'est-ce que c'est? Ça est censé nous influencer. Donc 80% des codeurs sont des hommes. 80% de ces chatbots et ces robots sociaux portent des noms de femmes, Alexa, Samantha, Sophia, ou ont un visage ou un corps de femme. Ces personnages, ces robots féminins, ils sont des assistants, des infirmières ou des robots sexuels. Donc il est urgent d'impliquer plus de femmes dans l'IA et les robotiques parce qu'on amplifie les stéréotypes. Donc c'est vraiment urgent de comprendre cela. Et moi je propose une nouvelle loi pour l'Europe, qui n'est pas encore dans ce qu'on a vu dans le AI Act, c'est que ces systèmes, pour tous ces systèmes-là qui nous parlent, on fasse un choix randomisé, c'est-à-dire aléatoire. Que le choix par défaut ne soit pas une voix féminine. Sinon, demain, ma montre, l'ascenseur que je vais prendre, ma voiture, tout ce que vous pouvez imaginer qui pourrait nous parler demain, va me parler avec une voix de femme. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans notre esprit, mais la représentation, en tout cas féminisée à travers ces objets, me paraît assez dangereuse. Merci de votre attention et j'espère que ça vous a intéressé. Est-ce que quelqu'un a une question? Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question ou pas? Non? Donc la détection des émotions dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est un sujet qui intéresse beaucoup le marketing. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là avec des voix de gens âgés, des voix d'enfants, des voix pathologiques. Il y a une grande variabilité de tessiture de voix. C'est difficile de faire un système robuste, mais par contre, moi je suis vraiment pour ces technologies dans beaucoup de cas où c'est très utile et où on ne généralise pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, on sait adapter à la personne. Si je sais adapter, par exemple, à quelqu'un qui est en dépression, je peux adapter à sa voix le système et savoir s'il est plus ou moins en dépression ou s'il a des indices qui montrent qu'il est en train de guérir ou d'autres choses comme ça. Donc je peux mesurer les choses si je me rapporte à sa voix, je peux mesurer les choses si je me rapporte à un groupe de voix proche ou un groupe de comportements proches. Plus on va contextualiser, mieux c'est pour utiliser ces outils. Sinon, nous sommes sur des formats génériques, très standards, qui ne vont pas détecter grand-chose. Bon, peut-être qu'on fait de l'analyse de sentiments positifs, négatifs, ça c'est possible, mais on ne va pas aller très loin. Sachant que pour avoir beaucoup travaillé sur des données real life, donc capturées dans des centres d'appel d'urgence ou d'autres choses comme ça, on n'est souvent pas avec une seule émotion, on a des mélanges d'émotions. Qu'est-ce que ça veut dire l'émotion? Pour Klaus Scherer, qui est un psychologue à l'Université de Genève, c'est finalement la présence affective la plus forte et la plus courte. Je vois un serpent, j'ai peur. Enfin, les émotions sont très fortes. Les autres formes d'état affectif sont plus des humeurs, des dispositions affectives ou des choses comme ça. Et donc, on ne sait pas les différencier d'un point de vue informatique, même psychologique, c'est difficile de segmenter. Donc, sachez que les émotions dans la voix ou dans le comportement humain sont des choses extrêmement complexes et peut-être qu'il faut le laisser à des humains
la capacité de produire de l'émotion à d'autres pour créer du lien social, pour créer de l'intelligence collective aussi. Ces machines, certes, seront utiles dans certains cas, mais je pense qu'il faut faire attention donc, à toutes ces applications utilisant les émotions. Merci. Merci beaucoup.